Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 57e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je suis très heureux et choyé de recevoir Greg Langto, un des animateurs, selon moi, les plus polyvalents chez BPM Sport. On peut entendre Greg chaque fin de semaine à l'émission Les Week-ends sportifs de Paul Oud et ensuite au Tailgate, émission consacrée sur le football, encore une fois sur les autres de BPM. Greg, ça va bien? Ça va bien, toi, Étienne? Merci des bons mots, c'est super apprécié. Écoute, Greg, on aurait pu se parler de. Je te rejoins beaucoup dans tes passions sportives. On aurait pu se parler de. Je sais que tu es un grand amateur de fitness, de Formule 1 aussi, de football, tu as ta propre émission, hockey aussi. Donc, tu aimes vraiment pas mal tous les sports. Aujourd'hui, l'émission va être consacrée sur complètement autre chose. On garde une petite touche sportive, mais on va un petit peu plus dans le champ gauche. On va parler de cartes sportives. Juste Oui. pour un petit peu faire une petite entrée en matière, explique-nous d'où vient pour toi cette passion des cartes sportives. Ben, comme à peu près n'importe quel petit gars, fan de sport, un peu partout en Amérique du Nord, au Québec, peu importe, euh, je collectionnais quand j'étais jeune. Je ne Ouais. sais pas de quel âge, Étienne, moi, quand j'étais jeune, c'était dans les années 90. Puis je collectionnais avec mon père à ce moment-là. Les dimanches, il m'amenait dans les magasins de cartes puis tout ça. Puis ça s'est un petit peu perdu. Ben, un petit peu. Ça s'est Ouais, complètement perdu dans ma vie pendant des années, même chose jusqu'à pour temps moi. que. Ah oui, toi aussi, même Ouais, ouais. affaire. Plus jeune aussi, je Et, collectionnais les cartes de hockey, puis pour diverses raisons, ça c'est. On avance avec l'âge, puis disons que c'est plus notre priorité, là, mais ben non, c'est ça. Puis il y a différentes priorités qui arrivent dans la vie. En tout cas, il y a d'autres passions. Puis là, on grandit, je pense, puis on se dit, nous autres, notre âge, peu importe, on se dit, c'est bébé, on fait plus ça ou quoi que ce soit. Puis on part sur d'autres passions, sur d'autres. Puis j'entendais les chroniques de Johan Benarok dans le monde de Georges ouais. à BPM. Puis à un certain moment donné, j'ai travaillé avec Georges pendant un an. Donc à chaque semaine, ça commençait. Puis là, tu les vois aller, ces gars-là, puis à un moment donné, je me suis dit, je pourrais peut-être acheter une carte ou deux, puis on va voir combien ça va valoir dans le futur. Puis tu le sais comme moi, c'est comme goûter. Tu dis, je vais ouvrir un sac de chips, puis je vais comme Ouais. manger une ou deux chips. C'est exactement la même chose. Bien Puis là, rapidement je suis tombé accro. Là. là-dedans. Ah, complètement. Puis écoute, je suis rentré là-dedans. Moi, quand je commence quelque chose, je ne fais pas les choses à moitié. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de contenu disponible là-dessus au Québec. Donc, Effectivement. je collabore aussi avec RDS. Fait que j'ai écrit quelques articles pour Balco sur le sujet. Puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas partir un podcast? Ouais. Ça c'est arrivé quand même assez tôt dans Le mon journey processus. de collectionneur. Puis c'est ça, j'ai commencé chaud de cartes, puis depuis ce temps-là, écoute, ma collection a évolué à gauche, à droite, en haut, en bas, dans plein de directions possibles. Puis c'est ça, Parlons-en c'est ce qui justement nous. de ton podcast. C'est, selon moi, une référence en la matière. Je trouve que lorsqu'on se lance dans les collections de cartes avant ton podcast, c'était très, très difficile d'avoir certaines références. Il y a des groupes un petit peu à droite à gauche sur Facebook. Euh, on peut aller chercher de l'information là, mais je trouve que ce n'était pas centralisé. À moins de me tromper, selon moi, ton podcast Show de cartes est euh, un des, sinon le meilleur show en français de cartes sportives. Effectivement, tu parlais des chroniques de Johan. Si je me souviens bien, c'était une journée de la semaine, le jeudi peut-être, juste un petit peu après l'heure du dîner. Donc, disons que c'est un petit peu plus difficile de tomber dessus pour plusieurs personnes. Puis là, tu es déjà rendu à 54 épisodes. Parle-nous un petit peu du contenu varié que tu y présentes. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'en écouter, c'est vraiment excellent. C'est quand même assez condensé, là, donc ça ne dure pas des heures et des heures. Donc, on va vraiment direct dans l'information. Parle-nous un petit peu de cette dynamique-là dans le show de cartes. Ben, merci beaucoup, encore une fois, des bons mots. Puis je suis arrivé, ce qui est important, c'est, moi, j'ai commencé à collectionner il y a peut-être, j'ai recommencé, c'est-à-dire à collectionner il y a quoi, il y a peut-être 2 ans. Puis
il y a des collectionneurs là-dedans qui mettent des centaines de milliers de dollars, qui ont des collections qui valent peut-être même dans les 7 chiffres ici même au Québec, qui sont cachés, vous ne savez pas où. Puis, c'est des gens il y en a qui en parlent avec fierté, puis il y en a qui gardent ça tranquille, leur collection, ces trucs-là. Puis peu importe s'ils ont des petites ou des grosses collections. Fait que moi, je ne voulais pas arriver avec un podcast en disant, hey, voici comment ça marche. C'était plutôt de m'adresser aux gens, tu dis, qui centralisent, de répondre à des questions, de savoir par où commencer, par exemple, puis que tout le monde se sente inclus là-dedans, puis moi aussi de raconter mon histoire de collectionneur. J'ai commencé, je le dis, j'ai commencé Show de cartes, je ne savais même pas c'était quoi des Future Watch. Puis tu écoutes l'épisode numéro 1, puis je parle de baseball avec Charles-Alexis Brisebois, puis je décris un petit peu ce que moi j'avais comme information à l'époque, puis ça a évolué énormément depuis ce temps-là. Fait que, c'est exactement ça. J'ai voulu créer quelque chose qui est un peu un safe space, où est-ce que le collectionneur qui connaît ça à fond va s'y retrouver, que la personne qui commence, qui veut explorer là-dedans, qui veut découvrir des nouveaux sports. J'ai eu une grosse passe de collection de soccer. J'aime encore ça aussi. J'ai fait découvrir énormément de soccer aux gens. Puis moi aussi, ça m'a permis de connaître plus le sport aussi en tant que tel. Parce que tu fais un peu ton prospecting puis tout le reste. Fait que c'est un peu ça. C'est un melting pot d'à peu près tout. L'actualité, du divertissement, du rire, de la spéculation. Exactement. Toutes les spéculations, je vais finir Et c'est la là-dessus. beauté de la chose aussi. Ce qu'on va regarder à la télévision va directement être relié avec justement la collection des cartes. On a avantage à s'y intéresser, à suivre les actualités de nos joueurs, là, des joueurs qu'on a réussi à collectionner. Et dans un même sens, tu as parlé aussi de toutes les sphères que ça touche. C'est un aspect financier intéressant aussi. On en viendra. Tu as parlé que des gens avaient des collections qui valaient dans les 7 chiffres. C'est vrai. Moi, un de mes bons amis, ça a parti comme ça. J'étais un amateur de sport, évidemment, depuis très, très longtemps, mais je ne m'étais jamais réintéressé aux cartes au niveau un petit peu collection, puis pour faire un petit peu des affaires là-dessus. Puis lui, écoute, il fait ça depuis des années, puis je me suis relancé là-dedans, puis c'est tellement passionnant. Parle-nous un petit peu de. Oui, c'est ça. Hein, quand tu as des amis qui sont là-dedans puis qui te disent Hey, voici ce que je viens de savoir, puis tout ça, puis là, ils te racontent leur bon coup, tu sais. Ça t'incite tout le temps à vouloir y aller. Moi, ce que je trouve important, c'est raconter les bons coups, mais sur mon podcast aussi, je raconte les mauvais coups que je fais. Ça arrive des fois que tu en puis, c'est normal de dire ça, puis j'essaie d'être 100% transparent aussi, de dire, hey, j'ai fait cette transaction-là, puis j'ai mal réagi, j'ai fait telle affaire, puis j'aurais pas dû, je pense, faire ça, en voyant. Fait que, j'apprends de ça, puis je pense que les gens apprécient ça aussi, puis c'est important de le faire. Vraiment. Aujourd'hui, on s'entend qu'on pourrait parler 4 heures dans les différentes sphères de cartes. On pourrait passer 1 heure par domaine sportif. On va centrer ça un petit peu au sujet d'actualité, au questionnement que les gens peuvent avoir lorsqu'ils se lancent au niveau des cartes, puis vraiment tout ce qui touche un petit peu la sphère des cartes sportives. Parle-nous un petit peu d'une activité que tu as faite récemment, là, il y a quelques semaines. Tu as visité un expo de cartes à Toronto. On sait, il y en a un petit peu partout au Canada. Il y en a une notamment quand même d'envergure à Laval. Il y a quelques semaines, c'était à Toronto. Parle-nous de l'ambiance qu'on y retrouve, puis ce qu'on y retrouve en termes de produits, puis de ce qui est disponible pour monsieur, madame, tout le monde qui va visiter ça. Oui, c'est une super bonne question. Tu as bien fait de noter ça. C'était le Toronto Sports Card Expo. Puis ce qui était super intéressant aussi là-bas, c'est que pour ceux qui connaissent les cartes sportives, tout le monde savait que SP Authentic sortait la journée avant le Toronto Sports Card Expo. Ça, c'est les fameuses Future Watch signées de vos joueurs préférés. Et la classe recrue de cette année, il y avait Cole Caulfield dedans. C'était une classe recrue qu'on appelle, là, je vais utiliser un terme de carte, là, qui est loadé. Donc, tu as Cole Caulfield, Trevor Zegras, tu as un de mes préférés, Dawson Mercer, que je collectionne beaucoup. Tu as Mason McTavish dedans, Jeremy Swayman, il y en a Grosse plein. cuvée, Quentin Byfield,
effectivement, grosse cuvée. Et ça sortait la veille de Toronto. Donc, il y avait tout ce hype qui était autour de ce produit-là. L'ambiance était très bonne parce qu'il y a eu une passe dans la pandémie où est-ce que les vendeurs avaient le gros bout du bâton puis ils mettaient des gros prix puis les acheteurs achetaient. Puis après ça, il y a eu une correction qui s'est passée dans le marché. On dirait que les gens avaient en tête, là, ils voulaient faire des échanges, ils étaient heureux. C'était une super, super ambiance. Je vais sauter, Greg, juste à pieds joints sur un élément que tu viens de dire. Les gens vont entendre ça, que justement, SP Authentic, ils sortent leur batch de cartes de cette année, puis ils vont entendre que justement la cuvée recrue de Cofield et Zegers, etc., sort cette année. Pourquoi chez SP Authentic, il y a eu autant de retard? On sait à cause de la pandémie, ça a fait en sorte qu'il y a eu énormément de délais d'impression. Là. On en reviendra un petit peu avec les UD Canvas. Mais pourquoi est-ce que ça a été si long avant que SP sorte ce lot de cartes qui était franchement impressionnant, comme tu viens de le dire? Est-ce que tu as la réponse à ça? Sur ce produit-là, ils ne sont pas tant en retard. Parce que ce qu'on a vu, c'est effectivement la pandémie a fait comme une espèce de délai de production incroyable. Et là, on ne pouvait pas retenir certaines séries fortes comme la série 1, la série 2 chez Upper Deck. Et là, on s'est mis cette année, là, je ne sais pas si c'est la première fois dans l'histoire du hobby, mais on a des produits de 3 années différentes qui sortent. Okay. On attendait le dernier produit de 2021, donc les fameuses The Cup là, de Jason Robertson, d'Alexis Lafrenière, ont sorti il y a très récemment. Et par la suite, c'est ça, SP Authentic, on va en avoir 2 sorties comme ça cette année. Fait que c'est grandement un changement de production d'Upper Deck, un changement de calendrier aussi. On a envoyé la production en Italie aussi. Donc ça a retardé également ces productions-là avec la pandémie, bien sûr. On sait, la pandémie, on le voit dans plein de domaines. Le cinéma, notamment, les séries télé, on n'a pas pu filmer pendant longtemps. Donc, il y a des retards à ce moment-là, mais je pense que dès l'an prochain, ce sera corrigé et ça tombe bien, ce sera l'année de Connor Bedard. Donc, il y a déjà un gros hype autour de ça. On en reviendra de Connor Bedard. Juste pour venir un petit peu sur ces expos-là, tu as parlé justement de ces désirs de faire des échanges, les vendeurs qui voulaient prendre la place. C'est quoi les relations que vous avez entre, si on veut, vendeurs et acheteurs et simplement entre collectionneurs de cartes, entre vous? Est-ce que vous montrez vos produits respectifs? Personnellement, je ne suis jamais allé dans une de ces expos-là. Ça a l'air très intéressant. Quel genre d'ambiance on y retrouve? Il y a ce que tu appelles, moi, il y a ce que j'appelle la chaîne alimentaire des cartes sportives, du hobby, tu sais. Et chacun a son rôle à jouer dans tout ça. Puis c'est ce qui rend la chose aussi intéressante. Donc, tu vas avoir, par exemple, le dealer qui, lui, va avoir sa table, qui va être là, qui veut aller vendre ses cartes. Souvent, il y a beaucoup de magasins qui sont présents, qui vont vouloir soit vendre des boîtes, vendre des cartes, ou même acheter aussi pour se refaire de l'inventaire. Tu vas avoir ce type de gens-là. Tu vas en avoir du monde qui est un petit peu comme moi qui était là, qui disent moi, je vais aller ajouter certaines pièces à ma collection, mais je vais aussi essayer de voir, je ne peux pas aller chercher des cartes à des prix intéressants, puis en vendre aussi des trucs que je ne veux pas dans ma collection, mais que des gens sont là-bas, en veulent aussi. Puis tu as les purs collectionneurs qui, eux autres, s'en viennent là, puis ils se disent moi, là, j'ai économisé toute l'année pour le show de Toronto, puis je vais aller me chercher, je ne sais pas moi, des cartes de Brett Hull, des cartes de Cam Neely, peu importe, ou des chandails signés, ou aller rencontrer des athlètes qui sont là pour venir signer des autographes. Donc, tu as cette chaîne, et tout le monde joue un rôle primordial et important là-dedans. On a besoin de collectionneurs, on a besoin de dealers qui sont là au show, puis on a besoin de monde qui se promène aussi de bout en bout, puis qui amène un petit peu les cartes d'un bout à un autre là, en achetant puis en revendant. Fait que c'est le fun de voir évoluer. L'exemple que je peux te donner, SP Authentic sortait le mercredi, puis le show commençait le jeudi soir. Donc, le jeudi soir, il y avait très, 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 très peu de cartes. Il n'y avait aucune Caulfield Future Watch, par exemple, qui était présente. Okay. La carte recrue pour Caulfield signée à la main. Mais le vendredi, il y en avait. Le samedi, il y en avait encore plus. Et là, ça ouvrait des opportunités. Il y a des gens, par exemple, qui avaient des cartes de Connor McDavid qui est là, OK, là, je suis prêt peut-être à dealer ça puis à échanger un tel.
Donc, vois-tu, ça a bougé. Puis les prix aussi bougent durant la fin de semaine. Fait que j'essaie de te résumer ça là, de façon très, très courte. Mais tu sais, tout le monde, c'est la beauté de ce milieu-là. Peu importe c'est quoi ta collection, tu vas trouver quelque chose là-dedans. Il y a des gens qui collectionnent. Mon co-animateur Yannick, il collectionne, par exemple, Mike Richter puis Ryan Reeves. Tu sais, c'est des joueurs qui, lui, il collectionne les bagarreurs. Donc, il y a beaucoup de cartes. Par exemple, de Georges aussi, Georges Larac. Ouais. Tu vas en trouver là-bas. Très Tu vas en populaire. trouver des cartes de chacun de ces joueurs-là. Comme les joueurs les plus collectionnés, ben, tu vas probablement trouver des trucs que tu ne reverras jamais dans d'autres shows. C'est un collectionneur qui dit, ou un dealer qui dit, moi, je l'amène à ce show-là, puis on va voir si je vais la bouger. Sinon, elle retourne chez nous, puis elle sortira l'année prochaine. Et ça peut être intéressant comme entrée en matière aussi, parfois pour les collectionneurs en devenir qui désirent un petit peu bâtir leur inventaire. eBay slash Marketplace, ça peut être un petit peu, ça peut devenir gros rapidement. On peut un petit peu se perdre dans les enchères. Des fois, c'est difficile de compléter une transaction. Donc, ça peut être une belle entrée en matière pour ceux qui veulent aller acheter quelques cartes puis commencer Ben de cette oui, manière-là. Il va justement ben oui. avoir une expo au Québec très, très rapide, très bientôt. Là. L'année Si je ne me prochaine, ben trompe oui. pas, du 12 au 14 mai à Montréal, au stade de IGA, si les Ouais. informations que j'ai trouvées sont exactes. Là. À date, ça va très bien. Donc, est-ce qu'on va t'y voir dans Oui, moins de 2 semaines? absolument. Je vais être là, je vais avoir une table avec show de cartes, c'est sûr et OK, certain. Puis aussi, intéressant. il y a plusieurs athlètes qui ont des joueurs de baseball, des joueurs de hockey qui s'en viennent faire des séances d'autographes. Henry Rodriguez va être là, notamment, qui a joué pour les Expos. Du côté des joueurs de hockey, il va y avoir notamment Mark Recchi, Théorène Oh, Fleury, wow. Raphaël Harvey-Pinard va être là également. Stéphane Fizette, là, je t'en nomme quelques-uns. Puis on va faire des petites sessions de questions-réponses aussi. On a un gros trade night, donc n'importe quelle Super. carte que vous avez, vous voulez venir échanger avec d'autres collectionneurs. On fait ça le samedi soir. Donc, gros expo. Et Et, et l'invitation les gens. est lancée à tous les auditeurs qui sont passionnés de cartes. Personnellement, je vais y être, donc on pourra s'y croiser. Ah oui, tu Et viens? ouais, absolument, absolument. Ah, Donc, yes. ça va être un bel événement. Allons-y dans une des catégories de cartes les plus populaires pour les amateurs de hockey. On sait la majorité des gens, quand ils commencent une collection, ils vont y aller avec la catégorie Upper Deck, les Young Guns, hein, les fameuses cartes recrues de ces joueurs qui vont jouer une certaine année. Et parle-nous un petit peu des. On connaît les catégories. Hein. Il y en a quelques-unes qui les rendent plus spéciales que d'autres et c'est toujours ce désir d'avoir les cartes les plus rares, hein, les exclusives, les clear cut, les jeunes loups et autres Young Guns. Dans les dernières années, quelles ont, selon toi, été les cartes les plus marquantes, des fois pour les bonnes et mauvaises raisons, et ceux qui ont été les plus recherchés? Hein? Ben, ça dépend des classes et ça dépend surtout des moments. C'est sûr que quand tu parles des joueurs des Canadiens, des joueurs des Maple Leafs, c'est toujours des gros marchés, puis c'est Ouais. des joueurs qui sont excessivement collectionnés. Donc, La Cole Edmonton, Caulfield. ben, écoute, la Cole Caulfield Young Guns, je pense, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais à peu près tout le monde qui collectionne des cartes de hockey en a une ou en a eu une dans sa collection Ouais. qui est passée à un certain moment donné. Puis pour différentes raisons. Ça peut être une excellente monnaie d'échange. Ça peut être une pièce prisée dans une collection aussi. Donc, super intéressant de l'avoir. Mais la Young Gun, c'est la monnaie courante. Et dans chacun des sports, tu as ça. Au basketball, au football, c'est la Prism, la fameuse Panini Prism Ouais. ou la Rated Rookie, le fameux logo, le Rated Rookie que tout le monde connaît ou à peu près. Puis les gens qui nous écoutent, qui disent non, je ne l'ai jamais vu, mais tapez Rated Rookie, vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, oui, j'ai déjà vu ça, c'est sûr et certain. Donc, dans chacun des sports, tu vas avoir la Topps Chrome aussi, dépendamment des époques ou quelle compagnie de cartes avait la licence à ce moment-là. Mais Upper Deck a la licence depuis je ne sais pas combien de temps au hockey.
Et la Young Guns est là depuis combien? Depuis des décennies maintenant. Donc, ça donne un excellent barème, joueur par joueur, depuis des décennies, de voir on en est où. On en est où avec celle de Anze Kopitar, par exemple, de Drew Doughty. Je suis un fan des Kings, donc tu vas voir cette évolution-là. Mais aussi, ça va être la première carte qui va être recherchée lorsque un joueur va tomber en feu. En ce moment, là, au moment où on se parle, c'est Akira Schmid. Ça Tout le explose. monde, là, les gens payaient même pas 3 pour cette carte-là, tu ne peux même pas t'en débarrasser. Et là, c'est rendu, ça a monté d'une façon, ça a explosé cette année. Tu as Jack Hughes qui a C'est souvent explosé le aussi buzz cette du année. moment. Hein? Ben oui, et c'est des joueurs spectaculaires, des performances. Il y a quelques années, tu as eu Denis Gourianov en série, que ça a été le cas. Jason Robertson a eu ses moments aussi. Jake Ottinger en série l'année passée, je pourrais t'en donner. Et tu as les exceptionnels, par exemple Connor McDavid, Sidney Crosby, Alex Ovechkin, que les cartes sont pas achetables. Là, pas achetables, ça dépend de votre budget, mais qui valent des milliers et des milliers de dollars. Ovechkin, surtout, les gens ont cet objectif en tête. Ceux qui en ont déjà une, principalement, on parlera de grading un petit peu plus tard, là, mais ceux qui ont des Beckett de haut classement ou des PSA 10, tant mieux pour vous, Ouais. parce qu'il y en a plusieurs qui voulaient s'en procurer, justement dans ce désir de voir si Ovechkin allait battre le record de plus de buts dans l'histoire de la LNH. Un joueur, j'aimerais que tu nous parles, et c'est arrivé un petit peu dans le moment où justement de la pandémie, ça a commencé, le buzz autour de lui à ce moment-là, c'est Alexis Lafrenière. Quand on se souvient quand sa carte est sortie, il y avait eu beaucoup de délais, les gens l'ont vraiment attendu. Quand c'est sorti, il y a eu un buzz énorme. C'était un moment aussi que les gens n'avaient pas grand-chose à faire. Donc, on était à la maison, on y est allé avec un renouvellement de notre intérêt pour les collections de cartes. Puis, ces cartes se vendaient, sa carte normale recrue, pour plusieurs centaines de dollars. Depuis, on s'entend, il est très, très jeune dans sa carrière, mais depuis, on dirait que son étoile n'a pas autant brillé qu'on l'attendait. Parle-nous un petit peu de cette valeur d'une carte qui peut chuter et remonter. Est-ce que c'est une déception aussi par rapport à des gens qui l'ont payé probablement très cher et là, ils la voient avoir vraiment une moindre valeur? Bien, il y a plusieurs choses, puis je vais commencer par répondre globalement, puis après ça, je vais m'en aller sur le cas de l'AFI. À chaque fois qu'une carte recrue d'un joueur va sortir, c'est sûr que le moment où est-ce que tu vas probablement la payer la plus chère dans toute l'histoire de cette carte-là, c'est la journée de la sortie. Ou les jours qui vont suivre. Là, c'est fou raide. Les gens s'arrachent les cartes de ces joueurs-là parce qu'ils veulent l'avoir la première journée. La nouveauté, c'est toujours comme ça. C'est comme ça avec les voitures, le linge, peu importe. Donc, c'est sûr qu'à partir du jour de la sortie, puis je donne un exemple très frais à la mémoire de tout le monde, Juraj Slafkovský, sa carte recrue est sortie il y a tout juste, même pas un mois maintenant, un mois. Et depuis ce temps-là, elle a diminué d'à peu près 2 fois la valeur de la journée de la sortie. Ça se vendait 160 $. Aujourd'hui, ça se vend à peu près 80. Puis cet été, ça va aller encore plus bas que ça, jusqu'à temps qu'ils reprennent du collier, qu'ils se mettent à compter des buts avec le Canadien, qui réalise son potentiel, ça va remonter. Alexis Lafrenière est arrivé dans une. C'est comme une tempête parfaite. Tu l'as dit, la pandémie, ça faisait longtemps qu'on attendait sa carte. C'est un Québécois. Premier choix au total. Premier au total dans un gros marché. Exact. On se disait, wow, ça va. Cette carte, je veux dire, il y avait la tempête parfaite pour monter le hype complet et la spéculation sur sa carrière. Puis malheureusement, il est tombé dans une organisation, les Rangers sont connus, ne développent pas bien les jeunes. On l'a vu en série, ils sont fait sortir par May Devils parce qu'ils sont allés chercher des grosses stars, des vétérans. Ils n'ont pas fait confiance à leurs jeunes. C'est la kid line. Ils n'ont pas eu tant de jeu ou presque pas. Donc, mais il va toujours avoir de la spéculation parce que les gens veulent, contrairement à ce qu'on dit dans les médias, là, les gens disent hey, les médias, vous êtes tough. Non, les gens veulent voir Alexis Lafrenière réussir. C'est ce qu'on voudrait le plus. Dans le hobby, c'est encore plus vrai. Les gens qui ont acheté sa carte, les gens qui l'ont, il est encore très, très collectionné, Alexis Lafrenière,
Puis imagines-tu les gens qui l'achètent en ce moment, pour reprendre Marc Bergevin, buy low, sell high, ben, qui l'achètent en ce moment, s'il se retrouve dans une autre équipe qui se met à performer, écoute, ça va partir en fou, là, sa carte, là, Alexis Lafrenière. Donc, c'est une bonne question que tu as eue, mais c'est une tempête parfaite. C'est exactement ça qui est arrivé. Mais en même temps, ça a suivi le même cours que toutes les cartes de tous les joueurs au début à la sortie. Quand un produit sort, c'est sûr que les cartes sont plus chères. Puis là, tu attends. Si tu es capable de résister à attendre quelques semaines, quelques mois, c'est sûr que tu vas payer un plus juste prix. Depuis quelques années, les cartes Young Guns sont réparties principalement en 2 séries. Il y a eu une série 3 qui était un petit peu de moins d'importance avec des joueurs de moins gros calibre. J'aimerais avoir ton opinion sur la différence de ces séries-là. On a remarqué une certaine tendance, alors que dans certaines séries, il y avait un petit peu moins de joueurs, principalement la série 2 des dernières années, il y avait plus de joueurs de haut potentiel qui avaient de meilleures chances de produire. Donc, ils étaient un petit peu moins, mais ils étaient des plus grandes stars. Alors que la série 1, on retrouvait une plus grande quantité de joueurs qui avaient du potentiel, peut-être pas autant que ceux de la série 2. Donc, toute cette explication pour dire que la série 1 et la série 2 sont très souvent très différentes. On va avoir beaucoup d'excitation en l'espoir d'avoir un certain joueur qui peut nous rapporter beaucoup, mais la réalité, c'est que principalement dans les séries 2 des dernières années, on va se retrouver avec plusieurs joueurs qui ne joueront probablement que très peu de matchs dans la LNH. Donc, où te situes-tu par rapport à tout ça dans les séries 1, série 2, certaines boîtes qui peuvent être plus attrayantes, mais qui vont être décevantes en bout de ligne? Upper Deck ne sont pas nono non plus. Ils ont réparti ça en 3 produits, donc série 1, série 2, Extended. Et si on revient par exemple à la classe de 2021-22, dans la série 1, tu retrouves Cole Caulfield, Trevor Zegras. Donc, c'était les 2 grosses chases de la série 1. Dans la série 2, tu avais Swayman aussi dans la série 1. Dans la série 2, tu vas retrouver Byfield, Mercer et d'autres joueurs comme ça, mais aussi les canvas de Caulfield et de Zegras, notamment. Et dans Extended, maintenant, tu peux trouver les cartes des mascottes, Raphaël Harvey-Pinard et Akira Schmid. Donc, pour un prix moindre, Extended coûte moins cher que la série 1 et 2, mais tu peux quand même frapper des belles cartes et qui sont très collectionnées, surtout par les temps qui courent, avec Raphaël Harvey-Pinard qui a très, très bien fini la saison. Puis là, tout le monde voulait sa carte, alors que quand il jouait avec le Rocket, il ne la voulait pas. Fait que, est-ce que je serais pour un produit qu'on mette toutes les recrues ensemble et qu'il y en a juste un qui sort par année? Moi, en tant que collectionneur, peut-être pas, parce que les boîtes se vendraient plus cher, puis en même temps, tu dilues aussi ce que tu peux sortir comme, tu n'auras pas une boîte avec une Caulfield, une Zegras, une Byfield, toutes les grosses Young Guns de cette année-là. Puis, je trouve qu'Upper Deck ont bien réparti ça avec toutes ces boîtes-là, ce qui fait que dans le moment, si tu dis je collectionne tel joueur, mais tu peux encore avoir une boîte abordable et essayer d'aller trouver cette carte-là en ouvrant des paquets. Ou encore, une fois, ce qui est beaucoup plus intelligent de façon monétaire, c'est d'aller acheter la carte soi-même, mais le hobby fait partie aussi. Mais de ton côté, si tu avais le choix, est-ce que tu irais, justement, on a l'exemple de Caulfield Zegras, avec cette boîte avec une boîte de série 1, avec moins de chances d'avoir cette grande star-là, puis probablement te retrouver avec des moins bons joueurs, ou avoir plus de chances d'avoir des joueurs un petit peu plus moyens, mais que tu vas assurément frapper un coup sûr. C'est ce qui est délicat parfois dans les achats de boîtes pour les gens qui ont des moins gros budgets. En fait, si vous avez des moins gros budgets, puis là, c'est un petit clin d'œil que je vous fais, allez vous acheter les boîtes retail à ce moment-là qui coûtent moins cher. Vous allez avoir le même nombre de Young Guns dans une boîte, mais pourquoi le prix change? Parce que vous n'aurez pas de chance du tout d'aller chercher des cartes, par exemple,
comme tu l'as dit, les exclusives, donc qui est la Ouais. version Young Guns numérotée sur 100, ou la High Gloss sur 10, ou les Clear Cut, ou les autres variations comme ça qui valent énormément d'argent. Mais au moins, vous allez pouvoir aller chercher votre valeur, vos 6 Young Guns. Ça se peut que vous en frappez des belles, ou ça se peut que vous n'en ayez pas des belles non plus, mais au moins, le coût à l'entrée aurait été moins cher. Je n'ai pas répondu à ta première question tantôt, mais je vais quand même répondre à celle-là. C'est sûr que si tu ne veux pas perdre de sous ou que tu veux dire je vais minimiser mon risque, par exemple, la meilleure façon, c'est toujours d'aller acheter la carte que tu veux. Même si tu dis, hey, la carte, elle coûte, je ne sais pas moi, plus cher que le prix d'une boîte, je vous le dis, T'es assuré probablement là. qu'une fois de temps en temps, vous allez être chanceux, vous allez en ouvrir une, vous allez tomber dessus, vous allez dire, hey, wow, je l'ai eu, tu sais, c'est intéressant. Mais beaucoup plus souvent qu'autrement, justement dû au fait qu'il y a plein de recrues, qu'il y a plein de cartes en circulation, puis qu'on ne peut pas l'avoir partout. Vous allez finir par peut-être perdre un petit peu de sous, mais vous aurez eu du plaisir à le faire. Fait faut juste faire la part des choses. Là. Est-ce que je fais ça pour avoir du plaisir? Au lieu, par exemple, d'aller prendre une bière en chum dans un bar, vous prenez une bière en chum à la maison, chacun sauve une boîte, on a du plaisir, puis on regarde ce qu'on fait. C'est une activité comme ça, c'est un hobby, ça le dit. Maintenant, juste pour la répartition, Upper Deck série 2, je vais juste revenir là-dessus rapidement. Upper Deck série 2 va maintenant avoir le rôle que la série 1 avait. Le premier choix repêchage va toujours être dans la série 2 maintenant, justement au délai de production et tout ça. C'est pour ça qu'Juraj Slafkovský cette année était dans la série 2. L'année prochaine, Connor Bedard, série 2, c'est sûr et certain. Donc, dans la série 1, vous allez quand même retrouver des bons joueurs, mais ce qui va prendre probablement plus de valeur, selon, on ne le sait jamais. Ça se peut, par exemple, que Connor Bedard ne performe pas, puis que ce soit Adam Fantilli, finalement, le joueur de cette QV-là. Ça n'arrivera pas, j'essaie de caricaturer un petit peu, mais c'est ça. Et Extended va rester par la suite pour venir compléter le reste de cette classe recrue-là. Mais voilà maintenant les changements qui ont été apportés pour Upper Deck à partir de cette année 22-23. On va faire cette belle transition-là, justement, vers Connor Bedard. Si on retourne il y a quelques années, on pouvait retrouver cette excitation-là autour de Connor McDavid. Il est devenu un joueur exceptionnel et ceux qui avaient réussi à mettre la main sur des boîtes à l'époque et qui ne les ont pas ouvertes, ben, ce sont des boîtes ou des caisses qui valent leur pesant d'or aujourd'hui. Mais c'était à une époque où justement l'excitation envers les cartes était moindre. Là, on sent cette effervescence grandir-là. Justement, là, tu viens d'en parler, les gens ont été un petit peu déçus de savoir que justement, ils allaient dans les séries 2 parce qu'ils avaient tellement hâte de se lancer dans ce derby Connor Bedard-là. Il sera le premier joueur repêché au prochain encamp. Et bien qu'on ne puisse pas lui prédire une aussi belle carrière qu'à Connor McDavid, parle-nous un petit peu pas ce petit buzz, de ce buzz monstrueux qu'il y a autour de Connor Bedard et peut-être une stratégie qui pourrait être intéressante à adopter dans le but justement de vraiment rentrer dans le train le mieux possible. J'ai plusieurs réponses là-dedans, mais le buzz, même si c'est dans exactement un an, ça devrait être mars-avril 2024 que les cartes de Connor Bedard vont sortir. Il y en a déjà des cartes avec Team Canada, par exemple, qui valent quand même assez cher, mais lorsque ces premières cartes professionnelles vont sortir, ça va être la folie furieuse. Et ça, il y a déjà des gens qui sont en train d'économiser pour faire face à ce raz-de-marée qui va arriver, qui est Connor Bedard, comme tu l'as dit, qui est une sortie aussi significative, sinon encore plus, dépendamment de ses performances, que Connor McDavid. Il reste encore plusieurs questions par rapport à ça. Il s'en va où, Connor Bedard? S'il finit avec les Coyotes de l'Arizona, c'est sûr que sa carte va valoir moins cher que s'il s'en va avec le Canadien de Montréal. Si vous dites, si Connor Bedard est repêché par le Canadien de Montréal, sa carte recrue, ça va être fou. Ça va être 1 000 à la sortie. Là. Ça n'aura pas de bon sens. Je vous le dis, la journée de la sortie, et je vous le dis tout de suite parce que je pensais, on avait dit sur le podcast, puis bien les gens pensaient que Slafkovský arriverait à 100 ça a monté à 160, c'est presque le double. Et là, on dit 500-600 mais moi, je vous le dis, s'il arrive avec les Canadiens, ce sera ça. S'il arrive avec les Coyotes, ce sera complètement différent. Donc ça,
les gens se prévoient déjà un budget pour l'an prochain ou veulent faire face à cette sortie-là, puis ça va être la folie. J'ai tellement hâte de vivre ça. Ben oui. Il y a des magasins qui veulent avoir, mais en tout cas, tu m'as posé la question, mais la meilleure façon, ce serait achetez-vous une boîte ou deux, dépendamment de votre budget, une caisse, gardez-les fermées, mettez ça dans votre garde-robe et oubliez le fait que vous en avez. Comme tu l'as dit, Connor McDavid, quand ces boîtes-là sont sorties, ça valait le même prix qu'à la sortie pour Caulfield et autres, par exemple. Et aujourd'hui, ça a quoi? Ça a quintuplé de valeur peut-être, ces boîtes-là, quelque chose comme ça. Donc, c'est la même affaire pour 2019, qui est l'année recrue de Jack Hughes, Cale Makar, Nick Suzuki et autres. Quinn Hughes également, qui valent quand même assez cher dans le hobby. Mais il y a une autre affaire aussi que les collectionneurs, les investisseurs regardent présentement. C'est la même question que je t'ai posée tantôt, Étienne. Il s'en va où, Connor Bedard? Donc là, les gens regardent. Est-ce que je devrais peut-être m'acheter présentement, ou v'là un mois, des cartes de Trevor Zegras et Mason McTavish s'il s'en va à Anaheim, les cartes de William McLean s'il s'en va à San Jose, de Ken Johnson et de Cole Sillinger s'il s'en va à Columbus. Donc, il y a ce jeu parce que les coéquipiers vont en bénéficier de jouer avec lui, un peu comme Draisaitl, qui est un excellent joueur. Mais imaginez un duo Zegras-Bedard, toi, à Anaheim. C'est extraordinaire. McTavish, Bédard aussi. Écoute, c'est ça. C'est Ken Johnson qui est assez spectaculaire comme joueur, qui a très, très bien joué en fin de saison aussi. Donc, et qui est quand même pas trop cher présentement. Donc, tout ça fait que c'est un seul joueur contrôle beaucoup de pourcentage du marché de la carte de hockey présentement. Je trouve ça fascinant de suivre ça présentement. Et justement, les amateurs vont avoir leur réponse lundi prochain, alors que la loterie de la LNH se tiendra. On pourra finalement avoir des réponses à toutes nos questions. Et évidemment, les amateurs sportifs, les amateurs de cartes seraient fous de joie que Connor Bedard se retrouve à Montréal. Ben, ça serait encore tout autre chose pour le vrai sentiment de l'avoir dans notre équipe. Donc, ça reste à voir. Toi? Pardon? C'est quoi ta prédiction, toi? Vite comme ça, je pense, j'aimerais le voir à Montréal. La deuxième endroit, ça serait avec les Ducks. J'ai l'impression qu'il va se retrouver à Chicago, un gros marché. Ça va, la chance va être de leur côté, puis il va, disons, rebâtir cette franchise-là. Toi, ta prédiction à chaud un petit peu, là, sans trop. Moi, je pense qu'il s'en va avec les Ducks, puis j'ai déjà fait ce fameux move-là d'aller chercher des cartes de Zegras, de McTavish, parce que je pense aussi que ces deux joueurs-là sont bourrés de talent, puis que Connor Bedard arrive là ou non, moi, je crois beaucoup en ces deux joueurs-là, puis ces deux joueurs que j'aime regarder aussi. Vraiment, le conseil est lancé et on va définitivement l'appliquer avant lundi prochain, si possible. On va mettre une petite pause sur justement ce qui est la principale passion des amateurs de cartes ici au Québec pour parler d'un tout autre marché qui est cette fois-ci mondial. On s'entend que la plus grosse portion des amateurs de cartes de hockey sont au Canada, mais il y a un monde qui suit les cartes des différents autres sports. Que ce soit le soccer en Europe, où le marché des cartes durant la pandémie aussi a explosé. Aux États-Unis, le football et le basket et le baseball. Et une des catégories avec lesquelles je veux commencer avec toi, parce que je sais que c'est une de tes grandes passions aussi, c'est la F1. Les cartes sportives de Formule 1 ont fait leur apparition, si je ne me trompe pas, 2021 ou 2020. 2020, exactement, 2020. Avec Top Scrum. Et ce qui était spécial, c'est que justement, c'était la première édition, donc les cartes recrues des principaux pilotes qui étaient tous Lewis Hamilton, Max Verstappen. Donc, ça a eu un effet vraiment comme tu as dit tantôt, de raz-de-marée, mais ça a été ça pour la F1 aussi. Parle-nous un petit peu, pour commencer, de cartes de F1, mais des autres aussi sports et ce qui retient ton attention dans les autres sphères médiatiques, dans les autres sphères sportives, pardon.
Bien, la Formule 1 a connu la même explosion qu'Alexis Lafrenière. C'est exactement ça, mais au niveau mondial. Les nouvelles cartes arrivaient, donc Topps a obtenu la licence, a commencé à sortir ces cartes-là en même temps que la série Netflix Drive to Survive sortait. Exactement. En même temps qu'il y a eu cette L'intérêt a bataille. monté en flèche. Là. Oui, tu sais, Liberty Media qui l'a acheté. En même temps qu'il y avait cette guerre au championnat, c'est pas une bataille, c'était une guerre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et tu sais, Lewis Hamilton étant le meilleur pilote de tous les temps ou un des meilleurs pilotes de tous les temps, ces cartes se sont. Les gens ont comme pris cet intérêt-là, se sont rendus compte, se sont dit, hey, c'est vraiment pas cher pour ce que ça peut me rapporter. Ouais. Et je pense que les boîtes, quand elles sont sorties, ça se vendait autour de 500 $ canadiens ou je ne sais pas trop quoi. Puis aujourd'hui, vous ne pouvez pas en trouver en bas de 2500 canadiens de ces boîtes-là. C'est fou. Et ça a monté jusqu'à 5000 avant de redescendre. Donc, c'est sûr que c'était les premières cartes officielles des pilotes comme Lewis Hamilton, tu l'as dit, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, j'en passe, même Lance Stroll, tout le monde. Et étant donné qu'il y a juste 20 pilotes, tu ne peux pas, par exemple, te dire je vais ouvrir une boîte de Prism Football et tomber sur une signature d'un joueur de ligne offensive, par exemple, qui vaut beaucoup moins qu'un carrière. Oui, tu as des pilotes moins collectionnés, mais tout le monde a eu comme une certaine valeur dans cette. Dans ce set-là. Et ça va rester, selon moi, une des sorties les plus significatives dans le hobby moderne, les cartes de Formule 1. Puis c'est encore un marché qui peut continuer à grandir, selon moi, parce que l'intérêt pour la Formule 1 ne fait qu'augmenter. Tu vois, les actions de Formula One Management, de Liberty Media, tout ça a augmenté. Et on augmente de plus en plus le nombre de courses. Et aux États-Unis, où est-ce que tu as le plus gros marché de collectionneurs, puis il est un des plus gros marchés médiatiques au monde. Donc, c'est ça. Même s'il y a eu une baisse dans ce marché-là en 2021, 2022, 2023, je prédis que ça va continuer d'augmenter tranquillement, à long terme. À un moment donné, on va se revirer de bord en disant, on va dire, hey boy, OK, ces cartes-là, par exemple, de Max Verstappen ou de Lewis ou autres, là, qui sont significatifs dans le hobby. Donc voilà. Mais le plus gros marché au monde, Étienne, c'est le baseball. C'est les cartes de baseball. C'est inapproché. Basketball, football également, qui sont très, très populaires aux États-Unis, qui sont des très, très gros marchés. Mais les cartes de baseball vont toujours régner. Ça a été les premières cartes de sport à sortir. C'est ça. C'est l'effet vintage qui est derrière ça. Oui. Et tu as les cartes vintage de hockey qui sont très, très populaires aussi, mais surtout de baseball qui valent. On l'a vu, la 52 Tops de Mickey Mantle, gradé SGC 9.5, qui s'est vendu à quoi? C'est 13 millions de dollars US, quelque chose comme ça. La plus belle copie qu'on a vue. C'est ça qui est une carte vintage, mais tu en as également. Il y a énormément de prospection dans le baseball. Des joueurs vont voir, par exemple, Jason Dominguez, J-Rod aussi à Seattle, des joueurs comme ça qu'on s'attendait à des carrières de fou, avaient déjà des prix qui ressemblent à ceux de Mike Trout avant même de percer dans les majeurs. Donc, c'est un monde de fou, les cartes de baseball, que, bien honnêtement, je ne comprends pas encore. C'est celui que j'ai le plus de difficultés aussi. Le hockey, c'est facile, honnêtement, comme marché. C'est ça qui est le fun. Ça se bouge bien ici. On comprend les joueurs, on baigne dans le hockey ici. Le baseball, c'est vraiment, vraiment un autre game. Le football, c'est vraiment volatile comme la bourse. C'est complètement fou le football. Tu as des corps arrière. L'année passée, au début de la saison, souviens-toi, toi, Tagovailoa, c'était le meilleur corps arrière au début de la saison. Les Dolphins ne perdaient pas. Là, sa carte montait. Se blesse, bang, ça crash. Et là, on cherche c'est qui le prochain. Josh Allen est un des corps arrière les plus collectionnés. Mais là, il n'a pas gagné. Donc, aussitôt que tu ne gagnes pas, ça baisse. Ça baisse. Par exemple, quand Joe Burrow a perdu au Super Bowl, sa carte a baissé de 40 en 2 jours. C'est énorme. Donc, ça joue beaucoup. Et moi, je ne bouge pas assez vite pour investir dans le football. Et au football, tu le sais très bien, une carrière peut être très courte, principalement d'un porteur de ballon. La moyenne est très, très courte comparée à d'autres positions. Donc, tu le dis, là, c'est très, très versatile. Et
on recherche, on recherche certaines stars, mais la réalité, c'est qu'au football, il y a un paquet de cartes qui valent son pesant d'or. Sinon, ça peut être quand même délicat à se lancer dans ce domaine-là. Allons-y une petite touche en y allant sur le soccer. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Pour certains profils de joueurs, c'est peut-être un petit peu plus facile de prédire la prochaine carte qui va avoir une grosse valeur que dans les autres Ouais. sports, car au soccer, on voit vraiment la progression d'un joueur. Je vais te donner l'exemple d'un joueur qui est une énorme star en ce moment, c'est Erling Haaland, qui, avec Manchester City, joue dans un des plus grands clubs d'Europe. Par contre, sa progression, on l'a vu venir quand même. Hein, on sait que le jeune Norvégien a eu un beau début de carrière avec Borussia Dortmund, son club, le club allemand qui l'a formé. Donc, on le voyait venir, il performait, il n'était pas dans le plus gros marché mondial. On voyait qu'il vraiment il cartonnait dans la Ligue allemande. De mon côté, je m'en suis procuré une carte recrue parce que je me Ah oui, dis, ben, laquelle? sa carte recrue de Haaland avec Dortmund. Donc, le OK. nom exact m'échappe. Il faudrait que j'aille la voir, mais c'est une carte. Scrum Bundesliga. Pardon? La Top Scrum Bundesliga? C'est ça, la Bundesliga, exactement. Ouais. Donc, Ouais. on le savait qu'elle allait être transférée. Puis c'est le cas d'autres Ouais. futures vedettes. On le sait que ces joueurs-là vont être transférés dans des plus gros marchés. Puis quand ils le sont, ben, ça explose un petit peu. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord un petit peu avec mon take ici. Puis, à l'inverse, il y a des joueurs qu'on attendait dans la même équipe, Jadon Sancho, qui était vraiment promu pour être toute d'une star anglaise, mais on est un petit peu sur notre appétit encore. Donc, je ne sais pas si c'est un marché que tu t'es lancé, celui du soccer, mais pour ceux qui suivent les plus jeunes prospects, il y a quand même une manière intéressante de voir son investissement progresser. Là. Oui, le soccer, le soccer est un petit peu comme le baseball. Tu sais, Erling Haaland, tu l'as dit, qui est un extraterrestre, là. Mais dès la sortie de ses cartes recrues, tu sais, et je pourrais te nommer d'autres joueurs dans le hobby qui ont été très, très hauts et qui ont descendu tout aussi vite. Tu sais, Dusan Vlahovic, ça a été comme ça, même s'il est excellent. Jadon Sancho, tu en as parlé. Mais tu sais, Erling Haaland a eu des montées, puis il y a eu des baisses aussi. Bon, il a tout détruit à Dortmund. Ouais. Et après ça, lorsqu'il a signé avec Manchester City, on n'a pas vu un boom, on a même vu une petite baisse à un certain moment donné parce qu'il y avait cette spéculation de dire pas sûr qu'il va être capable de compter comme ça dans la première ligue, qu'il va performer. Et après ça, quand il est arrivé, qu'il a commencé à compter des buts, là, on a vu C'est un incroyable. tsunami. Moi, il y a des gens qui ne collectionnaient pas du tout le soccer qui venaient m'écrire en me disant ça me prend un Erling Haaland avant qu'il soit trop tard. Je disais, hey les gars, Il relaxez. l'est. Il va avoir des entre-saisons, il va probablement se blesser, il va avoir une baisse de régime à un certain moment donné. Et moi, je voyais que la Coupe du Monde était de fenêtre pour acheter du Erling Haaland. Il ne jouait pas. Il y a eu Exactement. beaucoup de prix dans différents joueurs à la Coupe du Monde, dont Lionel Messi, que c'était au firmament. Là, on verra ce qui va arriver avec ses cartes maintenant, avec sa prochaine équipe. Mais Erling Haaland est un excellent exemple. Et oui, il faut regarder le joueur est dans quelle ligue. Tu sais, par exemple, au hockey, une carte va avoir peut-être un peu moins de valeur. Si c'est un, tu sais, Kirby Dack, par exemple, ses cartes recrues sont avec Chicago, ne sont pas avec le Canadien de Montréal. Donc, même s'il va se mettre à performer en fou et va donner le leader de l'équipe, tu sais, selon moi, il va plafonner un petit peu à cause de ça. Mais au soccer, c'est pas comme ça. Tu vas avoir sa vraie carte recrue avec son club avant que les gens le découvrent. Tu sais. Et c'était le cas de Erling Haaland avec Dortmund, avec aussi son club Red Bull avant ça. Donc, les gens veulent avoir cette carte-là parce qu'il y avait une certaine rareté. Maintenant, il y a des print runs beaucoup plus élevés dans le soccer. Il y a énormément de produits. Moi, si tu as suivi un petit peu ce que je faisais, mon joueur, c'est Jude Bellingham. Ouais. Que j'adore. J'ai eu les cartes de Jude, j'en ai encore. Là, j'essaie d'aller m'en chercher une, sa fameuse Kaboom. Mais c'est ça. C'est Est-ce des que joueurs comme ça. est-ce que c'est des catégories de cartes qui sont autant imprimées que les upper deck peuvent l'être ici? Est-ce qu'il y a plus de rareté? Je sais que c'est quand même en impression massive,
Mais est-ce que c'est plus difficile justement de mettre la main sur un joueur? Ici, on s'entend, si on paye le prix, on peut avoir pratiquement n'importe quel joueur. Est-ce que c'est justement, il y a cette complexité-là, vu que c'est un marché aussi mondial, là, le soccer? C'est une excellente question que tu poses, puis j'aurais tendance à dire que les print runs sont plus élevés. Quand on regarde dans le marché global, le hockey a un tout petit pourcentage du marché de la Ouais, carte ben oui. sportive. Même le soccer est plus élevé. Malgré que là, le hockey et le soccer se battent, puis le hockey a dépassé le soccer en 2023, mais globalement, tu avais plus de collectionneurs parce que le bassin est plus mondial. Mais donc, j'aurais tendance à penser que les print runs sont peut-être plus élevés. Ça dépend des produits aussi, des productions qui sont faites. Et c'est ça. Les bases de collectionneurs sont plus grosses. Puis depuis 2021-2022, écoute, quand Tops ont vu la possibilité d'avoir un marché global comme ça au soccer, euh, on a enlevé l'effet de rareté et Erling OK. Haaland est peut-être une des dernières recrues qui avait beaucoup moins de print run à ce moment-là. On était avant 2020. L'année, sa vraie carte recrute en 2019. Ouais. Euh, et donc, c'est à ce moment-là qu'il y avait encore une certaine rareté dans ces cartes-là. 2020, après ça, ce qu'on appelle dans le monde du soccer la Jude class, la classe de Jude Bellingham, cette cuvée-là avec Pedri qui est dedans et Jamal Musiala aussi et tous des excellents joueurs. Du côté canadien, Alphonso Davies faisait aussi Oui. partie de la classe de 2018, donc assez rare aussi, ces cartes recrues, surtout. Et il y a le concept, c'est vrai, tu as le concept de la true rookie. C'est quoi la vraie carte recrue d'un certain joueur? Est-ce que c'est son fameux sticker? C'est par exemple le sticker de Jonathan David qui se vend très, très cher, qui se vendait très, très cher. Celle d'Alfonso Davies, c'est sa fameuse carte avec les white caps qui OK, était oui, oui. ultra, ultra rare. Mais les gens veulent aller chercher cette carte-là, même avant qu'il soit avec, voyons, j'ai un blanc, j'ai juste Bayern. Real Madrid avec le Bayern Munich, voilà. Ça super rated rookie, justement, là, ça optique dans différentes variations. Mais là, je me lance un peu trop loin dans le sujet, mais Mais c'est c'est ça. intéressant Donc, parce que justement, il y a ce là, joueur, un type de joueur comme lui, Alfonso Davies, qui, dans un milieu mondial, oui, il est reconnu, mais ce ne sera pas nécessairement une carte qui est recherchée. Ces gars-là qui sont les stars de leur propre pays, mais il va y avoir énormément de demandes, puis il va y avoir un buzz autour de ces joueurs-là qui n'aurait pas nécessairement dans d'autres sports ou d'autres ligues. Donc, ça rend la chose intéressante. J'ai ben vérifié dans oui, mon petit fichier Excel et c'est bel et bien la 2019-2020 Top Scrum Bundesliga que j'ai de Erling Haaland. Alors, that's it. une de mes belles pièces de collection. Ben oui, ben oui. On va terminer l'émission en parlant d'une catégorie et un dossier qui est quand même assez complexe. Puis les gens, parfois, vont se gratter la tête et se dire ben, comment je peux rentrer là-dedans? Qu'est-ce qui vaut la peine? C'est le grading des cartes de sport. On sait Oui. que les marques les plus populaires, du moins pour le hockey, sont pas mal Beckett et PSA. La première question, ça serait est-ce que c'est profitable de se lancer dans le grading qui va être fait par une autre marque? On sait que parfois, ce sont des cartes qui sont moins reconnues, donc il peut avoir moins de valeur. Ça peut valoir la peine tout de même de payer moins cher pour un grading, mais qu'elle vaille un petit peu moins la peine en bout de ligne, qu'elle a une valeur moindre. Et je pose toujours la question quand quelqu'un me demande ça, je pose la question, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton niveau de tolérance au risque, par exemple? C'est quoi ton objectif? Si, par exemple, tu dis, moi, j'ai une Cole Caulfield, euh, peu importe, la Future Watch qui vient de sortir, puis je veux la garder dans ma collection à vie, je ne veux jamais revendre ça, mais de l'envoyer gradée va te permettre de la faire évaluer, mais aussi de la garder en protection pour pas qu'elle soit maganée, peu importe ce qui arrive. Donc, C'est un bon point. ça vaut la peine. À ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de payer le prix premium chez PSA pour l'envoyer dans cette compagnie-là et aussi qu'elle prenne l'avion, qu'elle s'en aille là-bas, qu'elle revienne par la suite, que tu n'aies pas ta carte dans ta collection pendant des semaines, voire des mois?
sais, la réponse, c'est non. Il y a des compagnies de gradage ici au Québec qui vont Ouais, faire la même exact. chose et des compagnies qui sont plus rapides. Est-ce que ça va faire prendre la valeur lorsque c'est, je pense à deux compagnies québécoises, ACA et BFG. Est-ce que ça va prendre la valeur quand c'est avec eux? La réponse est non, mais ça va donner une bonne évaluation de quelle est une carte recrue. Ce n'est pas parce que ce pas des bonnes compagnies, au contraire, c'est des compagnies qui savent que ce qu'ils font, les gars, ils sont très, très bons. Mais au niveau mondial, ce n'est pas reconnu nécessairement. Autant que PSA, tu as parlé de Beckett, donc BGS, et SGC qui est en grande progression, OK. qui sont en Floride, qui offrent un service pas cher, peu importe la valeur de ta carte, ça va toujours rester 18 par carte US. T'envoies ça. Intéressant. Un service impeccable. En dedans d'une semaine, ta carte est revenue. Donc, ça dépend vraiment quel est ton objectif. SGC n'aura jamais, même si tu as un 10 dans ton évaluation de ta carte, n'aura jamais la même valeur de revente que PSA, qui en ce moment est reine et maître dans le marché. Ouais. Mais PSA coûte cher, les délais sont plus longs. Donc, c'est un milieu qui est très, très, très complexe. Encore une fois, ça dépend quel est ton objectif. Moi, il y a une nouvelle compagnie qui vient d'arriver dans le marché que j'ai essayé dans les 2 dernières semaines et je suis tombé en amour, Étienne, avec cette compagnie-là. OK. Ça s'appelle Tag Grading. C'est Tap Technical grading. Authentication. Tag. Tag, OK. Technical Authentication OK, je Grading. les ai vus Et c'est passer, ouais, ouais, OK. est 100% digital. Donc, ce n'est plus un humain qui grade ta carte, c'est eux-mêmes et le processus est 100% transparent. Donc, tu as le fameux slab qu'on appelle, là, ce qui entoure ta carte, et tu peux scanner le QR code et tu as tous les détails de chacun des coins où est-ce Wow. qu'il y a des dommages sur la surface et tout ça. C'est fabuleux comme expérience client. Le prix est bon. Et je pense qu'éventuellement, cette compagnie-là va prendre une très, très grosse place dans le hobby. Et moi, C'est pour ma intéressant, collection personnelle, juste faire une petite parenthèse sur ce que tu amènes, puis je trouve ça tellement intéressant, ce produit-là. Combien de fois on a eu des frustrations par rapport à certains envois de cartes chez PSA, chez Beckett? On n'avait pas tout à fait la réponse à nos questions. On pensait qu'une carte pouvait sortir un 9, ben boum, ça sort un 10. L'inverse est aussi vrai. On pense que notre carte est parfaite. Finalement, elle nous sort un 9 et on n'a pas les explications. Je vais y aller d'un exemple personnel. J'avais envoyé une Bowen Byron Clear Cut pour être gradée et j'ai appris par la suite que les clear cuts, parfois, elles peuvent être plus difficiles. Mais PSA me l'a simplement retourné en me disant que pour eux, elles n'étaient pas gradables. J'avais payé mon montant et puis malheureusement, c'était terminé pour ça. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ce que tu amènes, d'avoir les détails justement de notre gradation. Puis là, il n'y a plus de place à spéculation. Là. Ah, c'est superbe. je te En montre plus, une ici, ça c'est ma Dawson taille. Mercer Future Watch signée, c'est extraordinaire. Il est revenu 10 comme ça. Et non seulement quand Wow. elle revient, moi, ça a été la première gradée, puis ça me dit que c'est la plus haute qui est gradée. Fait que même si tu as un 10, tu es capable de voir est-ce que j'ai la plus belle copie physique de cette carte-là. Euh, moi, je trouve ça écœurant. Et tu sais, des cartes de couleur, je te montre Jude Bellingham, j'en envoyais une aussi, elle est revenue neuf, mais regarde dans le slab de plastique, là, Elle est dans superbe. l'étui, là, comment les couleurs ressortent, c'est magnifique. Donc, moi, cette compagnie-là, je pense, va venir changer complètement le hobby. Et Et comme tu dis, tu sais, le prix par rapport aux plus gros compétiteurs, en ce moment, je pense que c'est 20. Ça dépend si tu veux avoir un service plus rapide ou non, mais sinon, c'est quelque chose comme 20 pour grader ta carte, 20 US plus shipping et assurance wow. et autres. Là. Mais tu veux, moi, je viens d'acheter un package de 10 cartes, puis ça a coûté, ça revient à peu près à 33 par carte. OK. Canadien, je peux régler tout ça. C'est Donc, le prix extraordinaire. est très, très bon. C'est vraiment extraordinaire. Puis comme tu dis, tu ne te ramasses pas avec des mauvaises surprises. Dire PSA, ils te renvoient ta carte, puis ils t'ont chargé le prix quand même. Là, donc, tu as cette transparence-là de savoir où est-ce que tu en es exactement avec celle-là. Si toi, ta carte, tu aurais juste voulu l'avoir dans un slab PSA avec un grade moindre, j'aimerais ça regarder ta clear cut, mais tu n'es peut-être pas si pire que ça. Là, Elle avait l'air. donc, Si je l'avais décidé d'envoyer, je pensais qu'elle était belle, mais bon. Ce qu'on peut se demander aussi lorsqu'on décide de grader,
faire grader une carte, c'est où est la limite par rapport à la collection qu'on a. Évidemment, on a parlé de joueurs vedettes, exemple un Cole Caulfield, évidemment, si notre carte est de beaux produits, ce qui n'était parfois pas le cas avec cette série 1-là. On a eu beaucoup de cartes très maganées, mais évidemment, c'est un no-brainer. Selon toi, jusqu'où on devrait se dire, ben, peut-être que ce joueur-là, ça ne vaut pas la peine de le faire grader? C'est une bonne question. Puis, euh, comment je peux dire? Parce que là, on tombe dans un monde, là, c'est là comme la séparation entre investisseurs et collectionneurs. Exact. Tu sais, moi, je pense que n'importe quelle carte peut être envoyée gradée. Encore une fois, si tu veux ça dans ta collection personnelle, tu veux savoir elle est où. Et je connais un gars qui écoute mon podcast qui est super cool, puis qui collectionne, lui, sa grosse collection, c'est Max Domi. Tu me demandes, est-ce que tu devrais faire grader des cartes de Max Domi? Pour la valeur, la réponse, c'est non, parce qu'il n'y a pas de grand valeur là-dedans. Mais pour lui, s'il veut faire évaluer sa collection, il y a des gens qui disent moi, je collectionne juste des PSA 10 ou je collectionne juste du tag ou je veux voir ma collection dans ce look-là de la carte, juste SGC, par exemple. Et si vous aimez ça, c'est ça qui est la beauté de l'expression du hobby. Un autre de mes super bons amis, Max, lui, il collectionne Thomas Sertel avec sa blonde. Okay. Est-ce que ça va valoir beaucoup plus de valeur ou quoi que ce soit? Mais si toi, tu l'aimes ta carte dans un, Ben oui, exact. dans un PSA, c'est marqué 10 dessus, c'est ce que tu veux, ben go for it. Je ne pense pas qu'il y a de mauvaise réponse à ça. Mais au niveau investissement, c'est sûr qu'il faut que tu regardes, il faut que tu fasses tes recherches. La carte vendue non gradée, elle se vend combien? PSA 9, elle se vend combien? PSA 10, elle se vend combien? Même PSA 8 aussi. Puis là, tu peux voir, bon, est-ce que je peux perdre ou est-ce que je peux gagner là-dedans? Tu dis, je regarde ma carte, elle est belle. Si elle est belle, je pense qu'elle peut sortir 9 ou 10. À ce moment-là, tu l'envoies faire grader, puis tu verras avec la suite. Ou sinon, si pour toi, c'est pour propulser une certaine rareté, j'avais déjà ma plus grosse carte dans ma collection, puis je veux l'envoyer grader pour la protéger, puis je veux voir où est-ce que ça va aller. Elle est revenue 10, donc elle est encore plus rare. À partir d'une population de 50 à une population de 8, parce que c'est une PSA 10, il y en a 8 dans le monde, il n'y en aura probablement pas plus que ça. Donc, je vais la garder à long terme, mais je voulais juste la voir. Et c'est un sentiment qui est agréable, justement, de voir qu'on a une carte qui vaut, pas seulement qui a une belle valeur, mais qui est la rareté derrière la chose de dire, comme j'ai une des rares cartes comme ça dans le monde, c'est moi qui l'ai, puis il y a des belles qualités. Pour le collectionneur avant l'investisseur, ça a vraiment une touche intéressante, comme tu as dit, de faire grader des cartes. Greg, on a fait un Je te tour raconte une d'horizon. anecdote. Je te raconte une Pardon? anecdote rapide. Je Vas-y, trouve que vas-y. c'est les gens qui veulent se lancer dans la collection. Je vois sur un groupe Facebook, à un certain moment donné, il y a un gars qui recherche du Jack Hughes, puis il y a un gars qui répond dans les commentaires est-ce que tu voudrais avoir une variante de OPC Platinum, qui est un autre produit qu'on n'a pas parlé, mais qui est la Violet Pixel autographiée. Et j'ai écrit au gars, j'ai dit, tu sais, si jamais celui qui recherche les cartes décide de ne pas l'acheter, moi, je serais peut-être intéressé. Puis il me répond une demi-heure après, il dit, il n'est pas intéressé, tu la veux-tu? Puis là, on négocie, puis il me la vend. Puis je dis, ah, tu ne l'envoies pas la faire grader? Il dit, non, il dit, tu sais, c'est comme la deuxième que j'ai, puis moi, je l'ai déjà envoyé une. Donc, tu sais, je me dis que si je peux faire profiter un collectionneur comme toi, ça va me faire plaisir. Puis il me la vend. Je la reçois, je l'envoie grader, et après quelques jours d'attente, elle revient PSA 10, et PSA 10, population 1. Ça veut dire que c'était la seule PSA 10 de gradée dans le monde à ce Ah, moment-là. ouais. Donc, la plus belle copie physique qui a été évaluée. Et là, j'écris tout de suite au vendeur qui est super content. Il dit je suis donc bien content, je n'ai pas encore eu mon Wow. grade, moi, de mon côté. La commande n'est pas encore passée chez PSA et tout ça. Et le lendemain, il m'écrit. Il me dit il dit celle que j'avais aussi, il dit je m'excuse, je vais casser le party. Ta carte est rendue population 2 parce que la Non. mienne aussi est sortie PSA 10. Fait que les deux, on a fait une super bonne transaction ensemble. Puis les deux, on a les deux PSA 10 de cette version-là de la carte. C'est pas une méga grosse carte, là. Mais c'est une super belle carte que moi, je veux garder dans ma collection. C'est une Jack Hughes autographiée à main. Jack Hughes, qui est probablement mon joueur préféré en ce moment. Fait que
c'est une super belle histoire que je trouve et j'adore ça. De l'avoir moi puis que lui l'ait après, c'est fantastique. J'adore ça parce que parmi certaines histoires un petit peu plus négatives, tout le monde a peut-être eu des expériences un petit peu moins agréables sur eBay, là, de gens qui veulent entourlouper les autres. Malheureusement, c'est une réalité qui existe. Vous allez faire un certain achat sur eBay, puis le vendeur a pour but simplement de vous extirper votre argent sans vous donner le bien. C'est une réalité, mais la majorité du temps, je trouve que le hobby des cartes, c'est justement une belle relation entre des gens qui sont passionnés pour les cartes, entre amis aussi. Tu as parlé que tu avais un bon chum qui collectionnait des Thomas Hertel. De mon côté, on est quelques amis à investir et à justement se procurer des boîtes et à avoir un lot commun. Donc, ça fait une passion commune. Puis c'est ça l'univers des cartes. Oui, il y a justement un aspect monétaire derrière tout ça, mais c'est avant tout la passion du sport et d'avoir quelque chose de physique, là, de se rattacher à ce qu'on peut voir à notre téléviseur. Puis de ce que de Il y a mon des gens côté, qui disent en anglais, c'est pas un bon investissement. Comment on dit ça? On n'aime pas ça parce que c'est un bon investissement, mais c'est un bon investissement parce qu'on aime ça. c'est Et ça, merveilleusement. c'est une belle phrase que je lis souvent en anglais. Et moi, celle que je dis souvent dans mon podcast, c'est la bonne carte au bon collectionneur. Tu sais, de voir quelqu'un hyper content d'avoir une de tes cartes que tu as trouvée d'une certaine façon, peu importe tu l'as, puis il veut la carte, c'est tellement le fun de redonner ça, puis de voir. Tu sais, je viens juste de m'en ajouter une dans ma collection aujourd'hui même. C'est un gars qui aurait pu vendre cette carte-là pour beaucoup plus de profit. Puis on a fait un échange win-win. Puis il est aussi content que moi, je pense que j'ai la carte. En bon français, je suis fou comme la merde d'avoir cette carte-là. Je suis tellement content de l'avoir dans ma collection. C'est une carte hyper rare. Je ne sais pas, il n'y en a pas gros qui vont sortir. Puis j'ai réussi à l'avoir pour moi une transaction que je trouve fair, puis que lui aussi. Donc, les deux, on trouve notre compte. Puis on est super contents. Mais c'est merveilleux, puis c'est ce qui fait la beauté du monde du hobby. Greg, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions puis de t'être lancé dans une belle discussion comme ça sur les cartes sportives. On espère avoir fait profiter les auditeurs du temps d'arrêt justement d'une certaine connaissance pour ceux qui désirent approfondir leur connaissance sur les cartes sportives ou qui sait avoir ouvert une certaine passion pour les cartes. Mais ce fut somme toute vraiment, vraiment une très belle discussion. Fait que merci beaucoup d'avoir amené ton Merci à expertise. toi, Étienne, de m'avoir invité. C'est vraiment super apprécié. C'est rare que je me fais passer en entrevue comme ça, mais j'aime ça. C'était vraiment cool comme entretien. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Puis on se voit la semaine prochaine au Sport Hobby Expo. J'espère qu'on aura l'occasion de se serrer la main et de prendre une photo ensemble. Ben oui, certainement, je vais venir te voir sans faute. Justement, on rappelle cette invitation du 12 au 14 mai, l'expo à Montréal au parc IGA, si je ne me trompe pas. Sinon, on peut entendre Greg à son podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes show de cartes et évidemment au BPM où il fait un travail vraiment extraordinaire avec toute la gang. Donc, merci beaucoup à Greg d'avoir été là et merci aux auditeurs d'avoir été présents. On se voit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.